L'ombre de la vengeance. Chapitre 1. Une fourmilière avait explosé à la surface, diluant ses millions d'insectes dans le chaos. C'était l'étouffante impression que William Sagnier ressentait, comprimé dans une cage cylindrique, entre les deux étages du tramway impérial de la ville. Des Hongkongais devant, dessous, au-dessus, des grappes de cheveux noirs se déversaient dans la touffeur. Tropical le long de Wan Chai Road, Johnston Road, Queensway. Sans oublier ce bruit, cette infernale cacophonie qui reléguait Paris au rôle de centre de relaxation. William suffoquait. Sur la pointe des pieds, il essayait d'aspirer cet air lourd qui brûlait ses poumons. Il joua des coudes lorsque les portes s'ouvrirent à l'arrêt suivant. À proximité de la Bank of China Tower, inséra ses $2 HK dans le monnayeur et retrouva enfin l'ivresse de la rue. Plusieurs fois, il demanda en anglais la direction du Peak Tram, le funiculaire qui grimpait sur les hauteurs. La ville l'écrasait, jouait avec lui, le compressant entre les impressionnants buildings du centre d'affaires. Il la détestait, certes, mais 10 fois moins que la salope qui avait détruit sa vie, celle qu'il était venu tuer. Évidemment, il n'avait pas pu apporter d'armes à feu sur le territoire d'Asie du Sud-Est, mais peu importait. À peine descendu de l'avion, il s'était rendu à Pacific Place et avait acheté un Bouddha en bronze d'1,5 kg. Il avait refusé qu'on l'emballe. Il cognerait d'abord sur les 2 crânes avec la statuette, ensuite il aviserait. En fouillant la villa de Jack Malcolm, l'amant de la salope, il trouverait le fric nécessaire pour se payer un billet retour et regagner la France. Jack Malcolm. Dans la vitrine d'une librairie, son nom apparut en gros caractères sur une affiche indiquant une séance de dédicace, ainsi que sur une couverture de livre représentant une île prise dans la tempête. Le titre du thriller était « Bloody Sea, mer sanglante ». Depuis sa sortie, 3 mois auparavant, le roman s'était déjà écoulé à plus de 300 000 exemplaires en France et avait été traduit dans 20 pays, ce qui propulsait le romancier au sommet de sa carrière. Mais Malcolm n'avait jamais écrit cette histoire, et pour cause, William Sagnier, 28 ans, banal professeur de physique, en était l'auteur. La salope et Jack, les amants maudits, l'avaient dépossédé de son œuvre et privé du succès qui aurait changé sa vie. Ruisselant de sueur sous ses vêtements, il reprit sa marche et trouva enfin le funiculaire. L'engin à crémaillère brassait des paquets de touristes, des Américains, des Allemands, des Chinois, tous venus admirer la baie de Hong Kong depuis le plus haut point de l'île. Lui, il n'en avait rien à foutre de la vue. 10 minutes d'ascension furent nécessaires pour atteindre la Peak Tower. Sur place, il s'éloigna de la marée humaine et dévala la petite route indiquée par le plan Lugar Road, qui conduisait à l'un des quartiers les plus chics de la ville, Victoria Peak. La voie descendait en lacets à travers les morceaux de jungle et les luxueuses villas accrochées au flanc de la montagne, pour la plupart hérités de riches Anglais du XIXe siècle. Enivré par les odeurs d'essence d'arbres, William s'engagea dans une allée bordée de palétuviers et de palmiers. Il touchait là toute l'ambiguïté de la ville. En moins d'une demi-heure, on passait d'une crique tropicale, tranquille à un sol, sursaturée d'acier et de béton, puis à la forêt. La moiteur de l'air lui collait à la peau, sans oublier ce fichu décalage horaire. Perdu dans ses habits sales et humides, il n'était plus qu'une ombre. Mais une ombre armée. La demeure apparut, un monstre d'architecture de tradition britannique qui avait coûté à Malcolm la bagatelle de 4 millions d'euros. En contrebas, la vue était vertigineuse, 50 mètres d'à pic menant à une autre pente dégringolant jusqu'au pied des gratte-ciel. Tout bien réfléchi, le Bouddha serait peut-être inutile. Rien de tel qu'une bonne chute dans le vide. Il fallait les prendre par surprise. Après avoir ajusté son sac à dos, il escalada la grille. Le problème, lorsqu'il atterrit de l'autre côté, se résuma à une gueule de croc qui se jeta sur sa cuisse. Il n'avait pas vu le Doberman arriver. Une douleur soudaine irradia dans ses muscles. Il se roula par terre avec un hurlement. Très vite, tout devint flou. Il y eut des grognements, des coups de sifflet, des bruits de pas. William sentit ses 70 kilos décoller du sol. Des mains puissantes le saisirent et le plaquèrent contre la grille. Le chien, la truffe en sang, avait lâché prise, mais gardait une position menaçante sur l'injonction d'une voix féminine. Le visage apparut en arrière-plan. Une face sans rides, pure, belle,
Cassandra Brandström, 45 ans, célèbre éditrice qui avait le pouvoir de transformer les rêves en réalité et la réalité en cauchemar. La pire des ordures que le monde ait jamais engendrée après Jack Malcolm. Flottant dans une robe blanche presque transparente, elle s'approcha. Ses yeux bleus en amande, dans lesquels William s'était perdu tant de fois, n'exprimaient rien, pas même la surprise. « Je savais que tu avais réussi à obtenir notre adresse. Tes appels à la maison d'édition commencent à nous exaspérer. Ne me force pas à porter plainte contre toi. Elle le coupa brutalement, comme elle l'avait toujours fait. « Regarde-toi, tu sens le rance. » William se débattit tant bien que mal. Il ne faisait pas le poids face aux deux bridés, qui l'immobilisaient d'une poigne de fer. Cassandra ramassa le sac à dos sur le sol et le tint par les sangles. L'irritation ne creusait pas une seule ride sur sa figure de porcelaine. Les miracles du Botox. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Tu n'as toujours pas compris ?» Elle aurait mieux parlé à son chien. William la regarda ballotter le sac de droite à gauche. Elle le dévisagea avec froideur. Son haleine sentait le bon cognac. Sa peau hâlée exhalait les fragrances orientales. « Tu n'es rien, William. » Un écrivaillon qui n'aurait pas vendu le millième de ce que vend. « Jack, qu'est-ce que tu croyais ?» Avoir accès à tout cela? Elle s'approcha du vide, tendant le bras. William serra les dents. « Non, il y a mon argent, mes papiers, des vêtements. »« Ne fais pas ça !» La silhouette de Malcolm se dessina derrière l'éditrice. Jeune, d'une beauté à couper le souffle. Alors que Cassandra hésitait, il lui prit le sac des mains et fixa William d'un air glacial. « Voilà à quoi se résume ta vie, un petit sac rempli de merde. » Il balança le sac dans le vide et se frotta les mains avec une grimace de dégoût, comme s'il avait touché une chose impure. Puis il s'approcha de William, si près que son visage frôla le sien. « Je pensais que je n'aurais plus jamais affaire à toi. Prie pour que ce soit la dernière fois qu'on se voit. Si par malheur nos chemins se croisaient à nouveau, » il remua le menton en direction de ses sbires. « Fichez-moi ça dehors. Et s'il revient, appelez la police. » Sans ménagement, les gardes projetèrent William à terre et refermèrent la grille. Roulant sur le sol, il se plia en deux, les mains sur la cuisse. Lorsque la douleur diminua, il leva ses yeux embués de larmes. Le couple maudit n'était déjà plus là. Le pantalon déchiré, il se traîna jusqu'à la falaise qui bordait la route. La baie au loin, les bateaux léchant l'horizon, et ces millions d'individus écrasés par leur misère. William inspira profondément. Il avait juste un pas à faire. C'était peut-être, au fond, le but de ce voyage. Non pas s'en prendre à eux, mais à lui. À Paris, il n'avait plus rien. Ni amis, ni travail, ni argent. Aucune raison de rentrer au bercail. Le vide lui donna le tournis. Il ne se sentit pas le courage de plonger, pas comme ça, pas maintenant. Avant, il fallait qu'il s'enivre, histoire d'adoucir la mort. Résigné, il enfouit les mains dans ses poches. Il lui restait environ 63 $ et sa carte d'identité. Piètre résumé de toute sa vie. Funiculaire puis tramway. Personne ne fit attention à lui. Juste un regard ou deux sur son jean maculé de sang. Un arrêt où il eut soudain envie de descendre, dans un quartier malfamé. Boutiques sombres et crasseuses, étals de viande sur le trottoir, ruelles semblables à des coupes-gorge. Dans un café, il s'enfila 3 vodkas importés, à même le comptoir. Un peu ivre, il reprit son périple, défiant du regard des ouvriers qui déchargeaient des caisses, des sales gueules qui crachaient dans les caniveaux. Il aurait aimé qu'on lui plante un couteau dans le ventre, qu'on le tabasse jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ses pieds gonflaient dans ses chaussures, mais il marchait sans relâche vers nulle part. Des odeurs de décomposition l'assaillaient, notamment sur Deveux Road West, la rue où s'étalaient, sur des kilomètres, des fruits de mer séchés, huîtres, calamars, murènes. Ces monstruosités lui soulevèrent le cœur. Ces orientaux étaient vraiment des tarés, ils le dégoûtaient. Autre café, autre verre. Direction la mer à présent, qu'il apercevait en contrebas. Dans son ivresse, il venait de troquer le seau dans le vide contre la noyade, se jeter dans la flotte et sombrer. Il traversa le quartier de Stanley Village, passa devant des temples serrés entre de vieux immeubles, emprunta les escalators qui serpentaient vers le haut de la ville, se perdit dans une rue d'antiquaires où foisonnaient des bronzes, des cuivres, des bois travaillés. Enfumés par l'encens, les vieux hongkongais tissaient, astiquaient, exposant toutes sortes d'objets,
pipe traditionnelle, échec, faux jade. Ce fut à ce moment qu'il l'aperçut, au fond d'un garage où s'entassaient des piles et des piles de livres. La machine à écrire. Un rayon de soleil léchait ses touches et la mettait en valeur. William s'approcha de cette librairie improvisée. L'alcool lui chauffait le ventre. Les odeurs de parchemin lui chatouillaient les narines. Une vieille dame sans âge, aux longs cheveux blancs, tournait les pages d'un livre. Elle était d'une beauté rayonnante malgré le poids des années. Le Français s'efforça de chasser les brumes de l'alcool et se concentra sur le titre de son livre. Il avait entendu parler de cet ouvrage, vieux de plusieurs millénaires, le I Ching, le livre des changements. Une œuvre monumentale censée renfermer les réponses à toutes les questions. Une vie entière ne suffisait pas pour apprendre à le déchiffrer, à ce qu'on disait. Il salua la femme et s'adressa à elle en anglais. « Il paraît que je vais mourir. Vous pouvez me dire si c'est vrai ?» Elle le fixa et marmonna dans un drôle de dialecte quelque chose qu'il ne comprit pas. « Vieille folle !» maugréa-t-il en français. Il s'avança dans le garage où brûlait de l'encens. Les odeurs étaient agréables. Les couleurs des objets s'harmonisaient avec celles des murs. Un lieu de lumière qui incitait au calme. Des centaines de livres se dressaient sur son chemin. Sur les couvertures, des gens souriants, heureux, des paysages magnifiques. Probablement des romans à l'eau de rose, un genre qu'il détestait par-dessus tout. Haussant les épaules, il s'accroupit devant la machine à écrire. Il eut l'impression qu'elle lui souriait. Les 3 rangées de touches se tordaient en une bouche sensuelle. Bien qu'elle ressemblât à une Oliver datant de la moitié du 19e, elle n'avait pas de marque. Couleur kaki, alphabet latin, touche hexagonale. Également réparties de chaque côté, les tiges évoquaient 2 pupilles de serpent. Une feuille vierge et poussiéreuse était engagée dans le rouleau. Dessus une phrase « I'm yours », « Je suis à toi ». William se tourna vers la femme. « C'est vous qui avez écrit ça ?» La vieille femme ne le regarda même pas. William soupesa l'engin. Environ une dizaine de kilos. Exactement ce qu'il lui fallait. Il ne put s'empêcher de l'essayer. Du bout des doigts, il se mit à taper sous « I'm yours ». « Je m'appelle William ça ». Le ruban d'encre s'immobilisa. Il plissa les yeux, chercha la lettre G, pas de tige arrachée ni de touche cassée. La machine avait été fabriquée ainsi, sans le G. Il se redressa, puis compta les lettres de l'alphabet. 25. Bizarre. Il se tourna vers la marchande et demanda « Combien vous la vendez ?» Elle mit un temps à s'arracher à sa lecture. Lorsqu'elle vit ce que William montrait de l'index, ses yeux d'un bleu profond s'illuminèrent. 50 $. Elle parlait un anglais approximatif. Il fouilla dans ses poches, défroissa quelques billets, fit teinter les pièces. 32 $ et 20 cents, c'est tout ce que j'ai. Il avait menti. Il n'avait pas besoin du reste de l'argent puisqu'il avait décidé de mourir. Mais il estimait que la machine ne valait pas 50 $. Il refusait de se laisser abuser par cette vieille roublarde. Elle fit un signe de tête négatif. « Il manque la lettre G », insista-t-il. « Sans G, on ne peut rien faire. » 32 $ et 20 cents, c'est plus que suffisant pour une machine inutilisable. Il y a toujours moyen de remplacer un mot par un autre, objecta-t-elle avec un sourire. Non, je m'appelle Sagnier, avec un G. Je ne peux pas contourner l'essence de ce que je suis. Si vous le pouvez, et vous le ferez. Exaspéré, il désigna le I Ching, bardé d'idéogrammes incompréhensibles. C'est lui qui vous l'a dit? Il me parle depuis 150 ans. Approuva-t-elle. À peu près l'âge de la machine. Et le mien? William leva les yeux au ciel. Vous avez 150 ans, bien sûr, soupira-t-il. Et moi 90. Alors, vous me la laissez ou pas? À sa grande surprise, elle finit par tendre la main. Il y déposa l'argent. Elle est à vous, lâcha-t-elle après avoir recompté. Elle le dévisagea d'un air préoccupé. J'espère que vous êtes un homme bon. Plus pour très longtemps, malheureusement. Il ôta la feuille du rouleau, la plia, la fourra dans sa poche et prit la machine. Ça allait être lourd, mais le port n'était qu'à quelques centaines de mètres. Au moment de quitter le garage, il avisa un amas de cordage. « Je peux prendre une corde, s'il vous plaît ?» Le soleil de juillet déclinait, arrachant des miroitements secrets à la mer de Chine. William se tenait au bord d'une jetée, à proximité du centre de convention de Hong Kong et du hall d'embarquement des ferries. Des chantiers de construction progressaient sur l'eau. Les buildings poussaient comme des champignons.
La soif de conquête de l'homme était sans limite. Jusqu'où irait-on pour l'argent, le pouvoir? Que deviendrait cette pomme pourrie dans 15 ou 20 ans? William ne serait plus là pour le voir. Méticuleusement, il avait relié la corde à la machine à écrire. Avec des gestes lents, il passa cet étrange collier lesté autour de son cou. Ainsi harnaché, il coulerait à pic. Il contempla une dernière fois l'immensité. La baie de Hong Kong offre l'une des plus belles vues du monde. Un chouette endroit pour mourir. Il se toucha le visage avec une grimace. Ça brûlait, quelques heures, à Hong Kong, avait suffi pour qu'il prenne un méchant coup de soleil. La douleur serait de courte durée. Dans un soupir, il tira sa carte d'identité de la poche de son jean. Ça faciliterait le travail de ceux qui le repêcheraient. En le voyant, Cassandra serait sans doute sous le choc. Son corps dévoré par les poissons donnerait une image saisissante du mal qu'elle était capable de faire. Il regarda une dernière fois sa photo et eut un sourire triste. À l'époque, il avait les cheveux longs, d'un beau brun et les sourcils plus épais. Il était allé jusqu'à les couper, s'épiler, faire du sport à outrance, rien que pour plaire à celle qui lui avait tout promis. En définitive, elle avait fait de lui un esclave, l'avait aveuglé, dans un seul et unique but, qu'il termine son roman. Une fois qu'il avait accouché de ce texte, au bout de 2 ans, elle n'avait pas hésité à le lui voler et à le donner à Malcolm, son amant secret, le pire de ses ennemis. Cet enfoiré n'avait eu aucun scrupule à s'approprier son travail. Cassandra et l'écrivain séducteur l'avaient magnifiquement entubé. Alors qu'il posait la carte plastifiée sur la jetée, il crut que son cœur allait lâcher. À côté de l'intitulé prénom, a été bien inscrit William. Après nom, était marqué ça. Si l'on en croyait sa carte d'identité, il s'appelait désormais William S.A. La machine à écrire des destinées. Chapitre 2. Sa carte d'identité d'un côté, la feuille A4 de la machine de l'autre. Un seul et même nom sur les deux, William S.A. Encore sous le choc, il trempa une pâte de poulet dans la soupe de nouilles. Il avait trouvé ce Dai Pai Dong, où l'on mangeait pour moins de $2, à proximité du port. La machine à écrire était sur la table, devant lui. Entre deux bouchées, il l'examinait sous toutes les coutures, cherchant une marque, une référence, quelque chose, rien. D'où venait cet engin? Comment expliquer ce qui s'était produit sur le port? Dans un coin, un homme parlait au téléphone en anglais. Prétextant un vol dans la rue, William lui emprunta son portable, appela les renseignements en France, puis le bureau de l'état civil d'Avignon. D'après la fonctionnaire à l'autre bout de la ligne, aucun William Sagnier ne figurait sur les registres. Par contre, un certain William S.A. était bien né le 30 mai 1982, à Villeneuve-les-Avignon, KO debout. Après avoir rendu le portable, William paya et partit avec la machine. Il avait besoin d'un endroit calme pour faire le point. Une fois dehors, il prit le ferry, cheveux au vent, direction le quartier bruyant et surpeuplé de Kowloon, où il pourrait loger pour pas cher, s'allonger et réfléchir. Sa machine trônait sur un siège à ses côtés. Il la fixa tout le temps de la traversée et la serra dans ses bras lorsqu'un homme, au visage bandé, les yeux cachés par des lunettes noires, s'assit près de lui. Mal à l'aise, il finit par changer de place. Parvenu à destination, il se remit à marcher. Ses muscles l'élançaient. Il n'avait pas dormi depuis 24 heures, sans oublier le décalage horaire. Dans un regain d'énergie, il s'aventura sur des marchés nocturnes où l'on vendait de tout. Téléphone portable, oiseaux, gadgets, contrefaçons, séances de voyance. Il dénicha un sac à dos suffisamment grand dans lequel il glissa l'engin. Il serra la bride, plaça le sac devant lui de façon à l'avoir bien en vue et disparut dans la cohue. Une pensée lui traversa l'esprit. Comment arrivait-il à s'orienter alors qu'il n'avait jamais fichu les pieds dans cette ville? Il s'étonnait de faire les choses naturellement, sans se poser de questions, comme si sa petite voix intérieure lui indiquait la marche à suivre. Remontant l'interminable trottoir, il ne prêtait pas attention au flux de voitures ni aux allées et venues des piétons. Ces particules gravitaient inlassablement autour du quartier et s'aggloméraient en grappes étouffantes. Malgré son mal de crâne, il essaya de comprendre ce qui s'était passé
2 heures plus tôt, sous l'impulsion d'une machine à écrire, un objet inanimé par définition, sa vie avait amorcé un virage à 180 degrés. Son esprit cartésien devait se rendre à l'évidence. Soit il avait perdu la raison, soit cette machine avait le pouvoir d'insuffler la vie aux mots. Peut-être avait-il trop bu, peut-être avait-il été piqué par une saloperie d'insectes, à moins que ce ne fût cette pourriture de Cassandra. Sous l'emprise du succube, il avait cessé de voir des gens du jour au lendemain. Plus d'amis ni d'ennemis, ni même de famille, depuis la disparition de ses parents dans le crash du Concorde à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dire qu'ils avaient économisé 2 ans pour s'offrir le voyage de leurs rêves. Il était seul au monde, seul, au milieu de millions d'insectes grouillants. Face à lui, la gueule de Nathan Road crachait ses flammes. Des centaines d'enseignes multicolores, suspendues comme des lampions géants. Bien que la nuit s'étalât, épaisse et moite, la ville bouillonnait toujours autant. Tout en se frayant un chemin dans la populace, William compta l'argent qui lui restait. Des cacahuètes, pas même de quoi se payer un hôtel potable. Il était bon pour louer une guest house. Les chambres bas de gamme pullulaient à Kowloon, notamment à Chungking Mansions, un ensemble d'immeubles qui tombaient en ruine et où se réfugiaient les exclus de la société, les marginaux, les vendeurs de paradis artificiels et les exécuteurs. Des triades recherchées par la police. Même les autorités rechignaient à y mettre les pieds. L'endroit idéal pour un homme qui n'avait plus rien à perdre. Il leva la tête pour contempler les immeubles délabrés qui semblaient toucher le ciel. 17 étages s'étalant sur 5 blocs. Une galerie marchande occupait le rez-de-chaussée. Boutique de DVD, de téléphonie, restaurant pakistanais, chargé de cartons. Des Africains comptaient faire profiter leur pays du « Made in China ». Ça sentait l'illégalité à plein nez. Il dénicha le cagibi où le gardien louait des chambres. L'homme, Monsieur Chan pour les habitants, parlait anglais. Il le guida jusqu'à la queue qui attendait devant l'ascenseur. 3 rabatteurs vinrent à la rencontre du Français, tentant de lui fourguer de la cam, des cigarettes, de l'électronique. Protégeant son sac, William s'engouffra dans l'ascenseur avec les autres. Des faces ravagées par la fatigue, la pauvreté, l'alcool et la drogue. Leurs bras étaient couverts de traces de piqûres, leurs yeux brillaient. Au fil de l'ascension, les épaves se répandirent dans les étages, regagnant les cages à lapins. Comment pouvait-on vivre dans un cloaque pareil? Le gardien le conduisit au 4e étage. Les murs étaient criblés de balles. Chan expliqua que des Zonar Destroy avaient refait la décoration à coups de fusil à pompe. Il s'avança dans le couloir étroit. « Vous restez combien de temps ?»« Je n'en sais rien. J'ai encore $6. Mais j'en garde 2 ou 3 pour manger. C'est $2 la nuit. » Sur ce, il tendit la main. William hésita avant d'y déposer 4 billets. Pas de facture, évidemment. Voilà, c'était fait. 2 nuits à crécher ici avant la fin de tout. La porte d'une chambre s'ouvrit soudain sur une jeune femme. Type asiatique, la trentaine. Ses cheveux de jais, raides et longs, descendaient jusqu'à sa taille. Elle cala une mèche d'ébène derrière son oreille, dégageant son visage régulier d'une grande beauté. Étrangement, la mélancolie dans ses yeux la rendait encore plus attirante. Cette apparition cloua William sur place. Qu'est-ce que cette fille foutait dans cette turne? Une pute? Une mafieuse? Où allait-elle si tard? Il l'observa tandis qu'elle s'éloignait, s'attardant sur l'idéogramme tatoué sur son épaule d'albâtre. « Millie !» lâcha le gardien, amusé par sa réaction. William fit volte-face. « Hein ?» Elle était son petit nom. « Une Philippine !» Elle est femme de ménage dans une banque du quartier de Centrale. Le Français secoua la tête. « Je m'en fiche. » Chan sourit. « Vos yeux disent le contraire. Mes yeux disent surtout que vous devriez vous occuper de vos oignons. » Le gardien s'arrêta au fond du couloir, introduisit une clé dans la serrure de la chambre 43, la retira après avoir ouvert et la planta dans la main de William. Alors qu'il repartait, ce dernier l'entendit marmonner. Putain de Français. Sa chambre, ou plutôt son taudis. Environ 9 mètres carrés, la superficie d'une cellule de prisonnier. Le mobilier se limitait à une table, une chaise, un réchaud à gaz et un matelas jeté à même le sol. Une prise dont les fils électriques dégueulaient des murs. L'odeur de renfermé se mêlait à celle du tabac froid, piquant la gorge. Et ces bruits, ces cris qui traversaient les cloisons, les vitres,
La rumeur de la ville s'insinuait dans le moindre interstice. William déposa le sac à dos sur la table et s'empressa d'ouvrir la fenêtre. D'autres odeurs, de pollution et d'huile rance, montèrent de la rue et prirent le relais. Nauséeux, il referma aussitôt. Après s'être barricadé à double tour, il enleva sa veste et se laissa tomber sur le matelas. C'était l'heure du bilan. Il avait toujours détesté cette expression. S'il avait su que l'histoire se terminerait ici, dans ce maelstrom de pourriture, dans ce pays où il perdait ses repères et où la folie semblait le guetter à tous les coins de rue, il se serait tiré une balle dans la tête depuis belle lurette. Cela faisait 28 ans qu'il tournait en rond dans le tunnel de ses angoisses. Une enfance et une adolescence sans éclat, des parents absents, accaparés par leur travail, une déception amoureuse qu'il avait laissée exsangue, un travail d'esclave qui ne lui inspirait que lassitude et morosité. Un jour, Cassandra avait agité une lumière à la sortie du tunnel, pour mieux l'attirer dans ses filets et le flouer. Naïvement, il l'avait suivie et s'était laissé éblouir. Il l'avait rencontrée à un dîner chez des amis. En apprenant qu'elle était éditrice, il avait sympathisé avec elle. Le lendemain, profitant de l'opportunité, il lui avait envoyé un mail avec, en pièces jointes, la moitié du thriller qu'il était en train d'écrire. Emballée, elle l'avait encouragé à continuer, sans toutefois lui proposer un contrat, et pour cause. Elle avait déjà planifié la suite des événements. Lorsque l'instinct de survie reprenait le dessus et que le doute s'insinuait en lui, elle employait les grands moyens, elle le mettait dans son lit. Une nuit de plaisir entravait les velléités d'action du jeune homme. La chair déteint sur l'esprit, c'est bien connu. Cassandra avait su se rendre indispensable et tirer parti de sa faiblesse. Elle l'avait déplacé à sa guise sur l'échiquier de ses ambitions, comme un vulgaire pion. Elle l'avait enfermé dans une prison dorée. Envoûté, il n'avait même pas cherché à savoir où elle gardait la clé. Le thriller achevé, elle se l'était approprié et l'avait refilé à Malcolm, l'auteur le plus célèbre de sa maison d'édition. Au regard de la loi, une idée non protégée ne vous appartient pas. Bien trop naïf et aveugle, William l'ignorait. Avec habileté et perversité, la manipulatrice avait attendu le dernier acte de la pièce pour actionner le siège, éjectable sur lequel elle l'avait installé dès le début, sans qu'il s'en aperçoive. « Il y a des poignards dans les sourires des hommes », disait Shakespeare. Ainsi, il était passé de la prison dorée au caniveau. Du jour au lendemain, elle l'avait rayé de sa vie. Aujourd'hui, il n'avait pas d'argent, pas de métier, pas d'avenir. Malgré tout, il était hors de question qu'il retourne dans ce lycée privé de Versailles, à enseigner la physique à des fils à papa. Il aurait l'impression de revenir à la case départ. En un an, sa façon de voir le monde avait changé. Une année au cours de laquelle il s'était senti vivant pour la première fois depuis le décès de ses parents. Cassandra Brandström avait façonné un autre William Sagnier. L'amour avec la femme de sa vie, du moins l'avait-il cru. La promesse d'une publication, le rêve qu'il caressait, les voyages, les palaces, tout cela avait bouleversé son existence et redéfini ses priorités. Il avait atteint le point de non-retour. On vit bien tant qu'on ne sait pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Maintenant qu'il savait, il ne serait plus jamais le même. Il eut le sentiment d'un beau gâchis, et des larmes naquirent dans ses yeux. Il pensa à Jack Malcolm, l'imposteur, et la rage chassa le désespoir. Ce fumier paradait dans les salons du livre du monde entier, dédicaçant Bloody Sea, son roman, à des étudiantes et des mères au foyer, émoustillées par son intelligence et son charisme. Combien d'auteurs Lagarce et lui avaient-ils dupé? Ce salaud avait-il seulement écrit une seule ligne de ses best-sellers, des romans d'horreur sans âme? Outre son cruel manque d'imagination et son désintérêt pour la lecture, il ne maîtrisait pas du tout les techniques d'écriture. Un béotien qui maniait la syntaxe, la grammaire et l'orthographe avait autant de finesse qu'un maçon avec une truelle. Croire qu'on est un écrivain ne signifie pas qu'on en est un. Le regard de William obliqua vers le sac à dos. Il se leva, tira la fermeture éclair et sortit l'engin. Puis il s'assit, déplia la feuille et l'inséra dans le rouleau. Chacun de ses gestes lui parut stupide, mais une force irrésistible le poussait à les exécuter. « Qu'est-ce qui m'arrive » Les mains au-dessus du clavier, il bougea les doigts pour les dégourdir. Il réfléchit quelques secondes et, dans un soupir, écrivit « Il pleut sur le quartier de Kowloon.
Sur ce, il quitta la chaise et se dirigea vers la fenêtre, sans réelle conviction. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Rien ne se produisit, évidemment. Toujours la nuit et cette chaleur qui enveloppait la ville. Il étouffait. Il se gratta la joue d'un air contrarié et revint sur ses pas. Il relut la phrase, consulta sa montre, 22h38, heure locale. Il se pencha en avant, manœuvra le rouleau de façon à monter la feuille d'un cran et tapa. À 22h39, il pleuvra à torrent sur le quartier de Kowloon pendant 10 minutes. Le pas traînant, il se dirigea vers la fenêtre, le regard rivé sur le cadran de sa montre. À 22h39, à quelques secondes près, un coup de tonnerre retentit. Le ciel se couvrit de nuages. Le front collé contre la vitre, il manqua défaillir. Ça marchait. Il contempla ce tableau apocalyptique, avec un mélange de fascination et d'incrédulité. L'averse s'abattit sur la ville. Un vent de panique souffla sur la fourmilière. Les piétons coururent en tous sens pour fuir la mitraille. Une pluie diluvienne en plein mois de juillet. Il y avait de quoi les affoler, ces larves. Abasourdis, certains restaient plantés au milieu de la rue et fixaient le ciel. Trempés jusqu'aux os, les junkies de Chungking Mansion riaient aux éclats. Avec fébrilité, William retourna s'asseoir. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait vu. Il suffisait de taper des mots sur le clavier de la machine, de les coucher sur le papier pour leur insuffler la vie. Les situations décrites devenaient réalité. La perspective d'exercer un contrôle sur les choses et les personnes, d'avoir prise sur les événements, lui fit oublier tous ses ennuis et le gonfla à bloc. Avant de s'emballer, il devait s'assurer que le hasard n'avait rien à voir avec ce qui venait de se produire. Jusqu'ici, les coïncidences ne lui avaient pas porté chance. Comme la pluie tambourinait contre la vitre, il pianota sans vraiment réfléchir. À 22h43, Meili passera sous ma fenêtre, s'arrêtera et m'adressera un sourire. Il hésita puis ajouta, elle sera vêtue d'un tailleur blanc et s'abritera sous un parapluie fuchsia. Après avoir jeté un œil sur sa montre, il regagna la fenêtre, dans un état second. En contrebas, parmi les gens qui couraient, une silhouette élancée s'approcha de l'immeuble. Dans son tailleur, la Philippine évoquait un ange tombé du ciel. Les gouttes d'eau crépitaient sur le parapluie fuchsia qu'elle serrait fermement. À 3 ou 4 mètres de l'entrée du bâtiment, elle s'immobilisa. William retint sa respiration, guettant le clou du spectacle. Comme dans une scène de film passée au ralenti, mais leva la tête, planta ses yeux dans les siens et sourit. L'émotion l'envahit. La scène ne dura qu'une minute. Évanescente, l'image de la jeune femme se dilua progressivement dans l'averse. Le parapluie disparut dans les ténèbres. William revint sur terre. Encore sous le choc, il fixa la machine. Inerte, vieille, poussiéreuse, avec un sourire édenté. Et pourtant capable d'accomplir des miracles. Il fondit sur elle et écrivit « Qui es-tu » Il fixa la gueule noire qui semblait lui sourire. Rien ne bougeait. « Je t'ordonne de répondre. Qui es-tu » Immobile, les touches de la machine brillaient sous le halo de l'ampoule. William se frotta le menton. Qu'avait-il espéré? Qu'elle se mette en action. Un bruit de pas l'arracha à sa rêverie. Quelqu'un montait l'escalier. Il reconnut la voix de M. Chan, enroué par le mauvais tabac. Une idée lui traversa l'esprit, si choquante qu'il s'empressa de l'écarter. Réflexion faite, cela pouvait être un excellent test. Il reporta son attention sur sa nouvelle amie. Les touches grincèrent à chaque frappe. Les petits poussoirs étaient agréables au toucher, comme des caresses sur la pulpe de ses doigts. À 22h50, Chan manquera une marche et chutera dans la cage. Il ne put s'empêcher de ressentir une joie immense en entendant. La minute d'après, le gardien dégringolait. Il effleura le chariot de la machine du bout des doigts, avec le respect dû aux reliques sacrées. Elle était vraiment magique. La partie n'était pas terminée. Les pensées fusaient dans sa tête. Il voulait tout essayer. Mais par quoi commencer? Il y avait tant à faire. Le martèlement de la pluie cessa brutalement. 10 minutes de déluge, se rappela-t-il. Il avait maîtrisé ce qu'aucun homme, aujourd'hui, n'était capable de contrôler. En une vulgaire petite phrase. Météo, bourse, tiercé, loto, casino, tout cela était à sa portée. Il pouvait vivre et revivre à satiété les rêves du commun des mortels. Cette perspective l'excita, et il fit les 100 pas dans son clapier, incapable de tenir en place. Soudain, un nuage assombrit le ciel bleu dans sa tête, et la même question revint. Pourquoi la marchande avait-elle choisi de croupir dans ce garage?
Avec précaution, il glissa la machine dans le sac à dos et se hâta vers la sortie. En passant devant le lavabo qui faisait office de salle de bain, il stoppa net. Le miroir accroché au-dessus emprisonnait son reflet. Une fêlure dans le verre coupait son visage en deux. Il eut l'impression de se regarder dans la glace déformante d'une fête foraine. De la peau se détachait de son front. Il pelait de plus belle à cause du coup de soleil. Il se rapprocha du miroir, tint une fine pellicule entre l'index et le majeur, la décolla. Il y eut un petit crissement. Avec un sourire, il en fit une boule qu'il jeta par terre. Une seconde peau pour une seconde vie. Dans le couloir, des gens allaient et venaient avec une inquiétude fébrile. Des pauvres, des laissés pour compte, des victimes du Hong Kong à 2 vitesses. En descendant l'escalier, il comprit le pourquoi de cette agitation. Chan avait fait une chute mortelle. Il gisait sur le palier, les membres tordus, tel un pantin désarticulé. Du sang s'échappait de son crâne et formait une flaque visqueuse. Agenouillé devant lui, les larmes aux yeux, une femme le serrait dans ses bras. William ne vit pas la mort du gardien, mais la conséquence d'un processus insensé, incompréhensible, qui le fit s'interroger. Il n'avait pas précisé si l'homme devait vivre ou mourir. Il n'avait pas non plus indiqué de quel Chan il s'agissait. Ce nom devait être très courant en Asie. Comment la machine? Avait-elle su lequel choisir? Réussissait-elle à se connecter à son esprit? Était-il possible de revenir en arrière? Il s'accroupit dans un coin et tapa sur le clavier. À 23h00, Chan va se relever et marcher. Il attendit. Le moment venu, rien ne se produisit. Chan ne se releva pas. Mort, définitivement mort. Ainsi, certains processus étaient irréversibles. Troublé par cette expérience, William quitta l'immeuble. Parvenu à Nathan Road, il eut de nouveau la sensation de pénétrer au cœur de la fourmilière. La lumière des enseignes au néon et des panneaux publicitaires éclatait dans la nuit. La ville ne dormait jamais. Les trottoirs charriaient les piétons. Sur la chaussée, le trafic battait son plein. Dès que le feu passait au rouge, des bips agressifs de plus en plus rapides enjoignaient aux gens de traverser. Les artères dégueulaient de la tôle à n'en plus finir. Une file ininterrompue de voitures, de bus et de taxis se frôlaient, puis se repoussaient à coups de klaxon. Les vélos tentaient de survivre dans cette jungle, se faufilant entre les mastodontes. Le bruit, les lumières, les couleurs, les mouvements, tout cela épuisait l'essence et portait sur les nerfs. Hong Kong était un hurlement permanent. Les tympans vrillés par le vacarme, William ôta les mains de ses oreilles et s'assit en tailleur à un arrêt de tram. À l'intersection de Peking Road et de Nathan Road, à une 50aine de mètres du Peninsula Hotel, l'un des palaces les plus chics du monde. Personne ne prêta attention à lui tandis qu'il déballait sa machine. Tout autour de lui, des centaines de pieds foulaient le sol, se disputaient le moindre centimètre carré. Pour la seconde fois, il s'apprêtait à ébranler la colonie d'insectes. Il allait faire de cette rue son terrain de jeu et de ses gens ses marionnettes. Il inspira, inséra la feuille froissée et déclencha l'offensive. À 23h09, on n'entendra plus aucun klaxon sur Nathan Road. À l'heure dite, les avertisseurs se turent en même temps, comme si un trou noir avait aspiré tous les sons. Les piétons se figèrent dans un mouvement synchronisé. La stupéfaction et la peur se lurent sur les visages. Ce silence était anormal. Au volant d'un cabriolet Geely, un automobiliste continuait d'appuyer bêtement sur le klaxon. William savoura ce silence de cimetière avant de poursuivre. À 23h11, les feux tricolores s'éteindront, ce qui eut pour effet de perturber la circulation et de provoquer une réaction en chaîne. Une voiture qui arrivait à vive allure de Moby Road percuta un bus. Le choc fut si violent qu'un voyageur passa à travers le 2e étage du car et atterrit sur la chaussée. Une moto l'écrasa dans la foulée. Vague après vague, les véhicules venant de Granville Road et de Cameron Road entrèrent en collision avec ceux de Nathan Road, dans un fracas de vitres brisées et de tôles froissées. William avait le sourire de l'enfant, qui assiste à la ronde des autotamponneuses sur un circuit. Sauf que ce n'était pas un jeu. Il n'entendait pas des rires, mais des cris de terreur. Les pilotes des bolides ne s'amusaient pas, ils mouraient à l'appel. William était pris de frénésie. Ivre, survolté, inconscient, tel un gosse avec le jouet de ses rêves. Ses doigts couraient sur le clavier. À 23h17, les panneaux publicitaires voleront en éclats. Il se mit à l'abri.
il constata le léger décalage entre l'heure indiquée par sa montre et celle où la prédiction se réalisait. 3 ou 4 secondes d'écart. La machine se basait sur une heure qui n'était pas tout à fait celle indiquée par sa Casio Made in China, mais peu importait. Les enseignes qui surplombaient la rue se mirent à exploser, projetant des gerbes d'étincelles en tous sens. L'une d'elles se détacha de la façade d'un immeuble, Tomba à la verticale et déchira la carrosserie d'une berline comme s'il s'agissait d'une feuille de papier. La conductrice fut décapitée. Sous l'emprise de la panique et de la colère, les gens commencèrent à s'insulter et à se frapper. Bêtes et disciplinés, les Hongkongais sortaient enfin des rails. William n'eut pas besoin d'écrire la suite. Le chaos s'étendit jusqu'au New World Center et même au-delà. Il se leva pour contempler son œuvre, effrayé, choqué, fasciné. baignant dans la moiteur des réverbères. L'avenue n'était plus qu'un champ de ruines. Les blessés gémissaient, les carcasses fumaient, les cendres flottaient dans l'air du soir. L'odeur du sang emplit les narines de William et lui monta au cerveau. Enivré, il dodelina de la tête. Revenu sur terre, il rangea la machine dans le sac. « J'espère que vous êtes un homme bon », dit-il en imitant la voix de la vieille marchande. Il rit en cascade, comme un fou amusé par sa propre folie. Cet engin magique pouvait lui ouvrir les portes du monde. Et le monde commençait ici, à Hong Kong. Chapitre 3. Soutenu par l'Alliance française et les organismes liés à l'ambassade de France, Cassandra Brandström voulait faire de la séance de dédicace, qui débutait à 11 heures, un événement culturel incontournable pour les communautés étrangères de Hong Kong. Le but n'était pas de rameuter les lecteurs anglophones et francophones. Elle s'en fichait royalement, mais de faire parler du livre dans les médias. Pour le moment, les éditeurs d'Asie du Sud-Est étaient encore réticents à traduire Bloody Sea, jugé trop sanglant et immoral. Cependant, Cassandra comptait sur ses rendez-vous, dont la dédicace était le fer de lance pour les convaincre. Il y avait beaucoup d'argent à la clé. Après avoir ôté son cache-yeux et ses boules quiesses, elle laissa Jack dans le lit en bambou et s'avança, nue jusqu'à la fenêtre, les orteils enfoncés dans la moquette, hors de prix. Elle appuya sur un bouton, déclenchant l'ouverture des persiennes. Un rayon de soleil s'invita dans la pièce. Sur son corps, comme le trait d'un scanner, il remonta le long de ses jambes parfaites, de son ventre plat, de ses seins refaits, et finit par lui croquer le visage avec douceur. En contrebas, les deux gardiens se tenaient devant la grille. 4 chiens allaient et venaient, oreilles dressées, à l'affût. Cassandra fronça les sourcils. 4 chiens, alors qu'elle n'en possédait que 3? Wu et Fong ne lui avaient pas demandé l'autorisation d'amener un nouveau Doberman. Peu importait, l'essentiel étant qu'elle fût protégée. Depuis la visite de William Sa, elle avait préféré relever le niveau de vigilance. Un animal blessé peut être dangereux. Les horreurs que William avait décrites dans son thriller ne plaidaient pas en sa faveur. Victimes violées, tuées et mutilées sur des scènes de crimes défiant l'imagination. On ne pouvait pas lui reprocher de manquer d'idées perverses. Son premier réflexe de la journée, consulter son iPhone, le classement hebdomadaire des meilleures ventes de romans dans le New York Times. Illumina sa matinée. 5e position pour Bloody Sea, en progression de 2 places. Du jamais vu pour une fiction française. Avec une annonce pareille, sa maison d'édition ne tarderait pas à s'imposer sur le marché asiatique. Dans la salle de bain, elle fit couler l'eau dans la baignoire et y versa un tas de produits pour la peau. En se regardant dans le miroir, elle tressaillit. Elle porta la main à son visage, horrifiée. Prise de panique, elle se rua dans la chambre et secoua Jack qui ronflait. « Jack, mon visage. » L'écrivain ouvrit les yeux et se redressa mollement, l'esprit embrouillé. Il se rappela le caviar, le champagne, leur nuit d'amour. Cassandra savait l'ensorceler. De la main, il écarta les sous-vêtements du matelas et se leva. Le caviar lui avait laissé un goût amer. Dans la bouche, ses œufs de poisson le faisaient gerber. Pourquoi en avait-il ingurgité de pleine cuillère,
alors qu'il détestait ça. Qu'est-ce qu'il a à ton visage? Cassandra fit courir son index le long de son front. Là, la ride! On dirait le Grand Canyon. Malcolm sourit. Dents bien plantées, fossettes craquantes, yeux bleus. S'il vendait autant de livres, c'était aussi parce qu'il était beau gosse et rayonnait à la télé. Allons! Tu as 45 ans, mais t'en fais 10 de moins. Tu sais, les femmes commencent à avoir des rides à partir de 30 ans. Les femmes, peut-être, pas moi. Il déposa un baiser sur ses lèvres. Inversons le problème. Si j'avais davantage de rides, si je devenais laid, tu voudrais encore de moi. Pour rien au monde, asséna-t-elle sans hésiter. La négligence chez un homme me répugne. Et je ne supporte pas la laideur. Le sourire de Jack se figea. Vexé, il changea de sujet. Au fait, combien sommes-nous? Progression de 3 places. Il prit la mesure de cette révélation. Le top 5. Cela signifiait une explosion des ventes, de nouvelles interviews, des voyages. Je suis devant Bachman, il a reculé de 2 places. Ça, il va très mal le vivre, se réjouit-il. Sans l'écouter, Cassandra disparut en courant, les mains sur son visage. Jack enfila sa robe de chambre et descendit dans le salon, où l'attendait un petit déjeuner européen, et le New York Times. Même si les cours n'amélioraient pas sa pratique de l'anglais. Il s'était habitué à survoler la presse américaine. Cela donnait de la classe dans les palaces. Et finalement, ces artifices faisaient partie de son personnage. Dans le journal, toujours la même rengaine. Un volcan paralyse l'espace aérien européen. Wall Street s'effondre de 10% en cours de séance, avant de se reprendre. Une erreur de trader, paraît-il. Crise, malheur, pays au bord de la faillite. Les déconvenus et la pauvreté de la populace ne l'intéressaient pas. Croquant dans une fraise, il se rendit à la page du classement des meilleures ventes de livres. Il posa sa serviette de manière à ne voir qu'une ligne à la fois. Il aimait ce petit jeu. Commencer par le 20e rang et monter progressivement, jusqu'à ce que son nom apparaisse sur le papier, toujours les mêmes auteurs, qui se disputaient le bout de gras. Blake, Forrester, Graskovich, Neville, Drax, Bachman. Plus sa main progressait vers le haut, plus Jack éprouvait du plaisir. Il imaginait ces idiots faire exactement la même chose. Il les voyait se tirer les cheveux parce qu'ils perdaient une place ou étaient devancés par un Français. Dans le milieu de l'édition, ce classement était le centre du monde. Il faisait et défaisait les carrières. Grace MacDonald occupait la 5e place. Sa 5e place. Malcolm ôta brusquement la serviette. Il parcourut le classement 1, 2, 10 fois. Pas de Bloody Sea. À quoi rimait cette farce? Il se leva, fébrile, et détailla la manchette. Le journal datait bien d'aujourd'hui. Furieux, il s'en prit d'abord au majordome, qui lui assura être allé chercher le Times à l'endroit habituel, tôt ce matin. Puis il débarqua comme une furie dans la salle de bain. Toujours nue, Cassandra tirait sur la peau de son visage. L'eau du bain avait atteint son niveau maximum. Elle s'engouffrait dans le trop-plein. Jack ferma le robinet et s'empara de l'iPhone posé sur le lavabo. Il consulta le canard en ligne. Culture, Romans, Classement. Son index balaya l'écran de haut en bas. L'impression de se vider de son sang. L'éditrice était aussi blanche que lui, mais pour une raison différente. J'en ai une autre, là, au coin de l'œil. Ce fichu chirurgien esthétique va m'entendre. Je lui avais dit de m'injecter davantage de Botox. Mais maintenant, avec toutes leurs normes de sécurité, Jack lui tendit le téléphone d'un geste rageur. « Tu peux m'expliquer ça ?» Cassandra parcourut à son tour le classement. Stupéfaite, où se trouvait Bloody Sea? Mais j'apprécie très moyennement ton humour. Il sortit en claquant la porte et partit s'enfermer dans l'autre salle de bain. Hors de lui. 2 heures plus tard, le couple grimpa dans la Porsche Cayenne de Malcolm, sans s'adresser la parole. Nerveuse, Cassandra se cassa un ongle en ouvrant la portière. Derrière un palmier, William regarda le bolide disparaître dans les pentes vertigineuses de Lugard Road. Un sourire aux lèvres, ces abrutis commençaient à se poser des questions. Ils n'étaient pas au bout de leur peine. Ce n'était que le début. Un bruit dans la végétation le fit sursauter et il se retourna. Coiffé d'un feutre, le visage enroulé dans un bandage et les yeux dissimulés derrière des lunettes noires. Un type l'observait. Il se rappela aussitôt. Il avait vu cette espèce de momie dans le ferryboat. Lorsqu'il se sentit repéré, l'inconnu fila en courant. « Hé, vous là-bas !» s'écria William. « Pourquoi vous me suivez ?» Il se lança à sa poursuite.
stoppa en apercevant un livre par terre. Il s'agissait de Bloody Sea. Les sourcils froncés, il le ramassa et le feuilleta. Sur la première page, une phrase tapée à la machine. « J'espère que tu t'amuses autant que moi, William Sagnier. » Il fronça les sourcils. Ce cas s'adressait à lui. Comment pouvait-il savoir qu'il s'appelait Sagnier, puisque ce nom n'existait plus? Qui était-il? William étudia les lettres de la phrase, même typographie que celle de son Oliver. Troublé, il passa un doigt sur la lettre G. Existait-il une machine identique à la sienne, capable de donner vie aux mots? La vieille chinoise en avait-elle vendu d'autres? Le livre à la main, il se ressaisit et se présenta devant la grille, cherchant les chiens du regard. Les deux bridés l'accueillirent avec leur courtoisie coutumière. « Tire-toi ou on te colle notre pied au cul. » Il ne bougea pas d'un millimètre. Après s'être assuré d'un coup d'œil que la momie ne traînait plus dans le coin, il sortit la machine du sac. Il s'assit en tailleur, l'engin sur les cuisses, ôta les élastiques d'une pochette en carton et en tira une feuille de papier, vierge qu'il inséra dans le chariot. Le simple fait d'accomplir ces gestes fit monter l'adrénaline. « Je vous laisse 10 secondes pour me laisser entrer. » Les colosses explosèrent de rire. « Sinon quoi? »« En fait, j'espérais que vous réagiriez comme ça. » Il consulta sa montre et tapa. Chaque fois qu'il enfonçait une touche, ses lèvres s'étiraient et ses yeux brillaient. Il se concentra, chercha à y mettre un peu de style. Après tout, il était écrivain. Lorsqu'il releva la tête, la sueur perlait sur son front. Il s'épongea, dégagea la feuille du rouleau et la lâcha dans le vent. Le morceau de papier zigzaga dans le précipice. Allez à Jacques Taest. Trop tard pour annuler. Les gars, pas de regret? Quel regret, connard! L'instant d'après, les grilles s'ouvrirent avec un long grincement. William avait toujours aimé les grilles qui s'ouvrent avec un long grincement, celles des maisons hantées dans les films d'épouvante. D'abord incrédules, les gardes échangèrent un regard entendu avant de se précipiter vers lui. Ils heurtèrent un obstacle invisible et tombèrent. William s'approcha et décocha un coup de poing à l'un d'eux. Ça, ce n'était pas prévu. C'est juste histoire de se faire plaisir. Soudain, les chiens apparurent à l'angle de la propriété. 4 molosses, les muscles saillants sous leur robe noire. Grognements, oreilles rabattues. Pensant qu'ils accouraient pour les aider, l'un des gardes rit. Contre toute attente, les bêtes fondirent sur les Asiatiques. Les crocs jaillirent, direction l'entrejambe et la gorge. Giclées de sang, hurlements. La barbarie des Doberman était sans limite, malgré les coups qui pleuvaient. Ils revenaient à la charge, arrachant les chairs, déchiquetant les parties molles, s'en prenant au visage qu'ils transformaient en bouillie. Les hommes tentaient de les raisonner, en pure perte. William resta planté là, au milieu du carnage. Ça fait mal? Des soubresauts, des gargouillis. Puis plus rien. Alors que William se redressait, les chiens se regroupèrent autour de lui. 2 à droite, 2 à gauche. Il leur caressa les oreilles, le regard rivé sur la machine. Des gouttes de sang avaient éclaboussé le clavier, dessinant un sourire écarlate. « J'aime quand tu me souris, ma belle. » William la ramassa et entra dans son nouveau domicile. Une magnifique demeure qu'il adapterait bientôt à son goût, en une centaine de mots. Il monta à l'étage, ouvrit la fenêtre. La vue sur Hong Kong était imprenable. Les ponts, les gratte-ciel, la mer qui s'étendait à l'infini. D'ici, on ne voyait plus les millions de larves qui s'ébattaient dans la crasse. Il se dit qu'il allait aimer cette ville. Finalement, dans le jardin, les chiens dévoraient les carcasses, se battaient pour un morceau de chair. William orienta son regard vers la jungle. D'autres Doberman en jaillirent, la gueule ouverte, les muscles bandés, puis s'agglutinèrent autour des cadavres qu'ils avaient pour consigne de dévorer. Ils sortaient de partout comme des abeilles attirées par le miel. Des gros, des maigres, des petits. Des boiteux qui avaient parcouru des dizaines de kilomètres pour se rassembler ici. 100 yeux noirs se posèrent sur William, son armée de l'ombre. Il tira un bout de peau de sa joue et le laissa tomber. En bas, les chiens s'entretuèrent pour attraper cette langue, translucide, qui sentait l'humain. L'écrivain referma la fenêtre et caressa la machine avec tendresse. En voyant la peinture qui s'écaillait, sur le dessus et les côtés, il songea à sa peau qui pelait. Ils se ressemblaient, elle et lui. Ils renaissaient de leurs cendres. Dans un accès de fièvre, il s'empara de l'un de ses cheveux, tombé entre les lettres du clavier, et l'observa. Ça lui donna une idée. Très vite, il se remit à écrire. Le meilleur restait à venir.
Chapitre 4. Les lecteurs étaient venus si nombreux que la queue semblait ne plus en finir. Dans la réserve de la librairie, Cassandra s'entretenait avec son poulain. « Ne te soucie surtout pas du classement. J'ai passé des coups de fil, ils se sont trompés. Tout sera rétabli la semaine prochaine. N'empêche, je n'aime pas ça. J'imagine la jubilation des autres écrivains. Regarde les lecteurs, ils sont tous là pour toi. Ils se fichent du classement, eux. » Jack glissa une cartouche d'encre neuve dans le Mont Blanc, son stylo fétiche. Quand il voyait à quel point les lecteurs l'adoraient, ses soucis s'effaçaient. Tu as raison. Cassandra ajusta son chapeau de façon qu'il ombrage son visage et cache ses rides. Celle du front s'était creusée un peu plus. Et d'autres, plus discrètes, étaient apparues. Tout en parlant, l'éditrice y allait à coups de fond de teint et de maquillage. Abrège les échanges. Écris amitié. Et pas amicalement. C'est trop long. Une simple signature et tu passes au suivant. Surtout, ne réponds pas aux questions. Le mystère est la clé du succès. Il faut l'entretenir. Vers 13h30, Xiao Zuming, un grand ponte de l'édition, va venir ici. On déjeune avec lui. À 15h30, tu passes sur ATV World et tu enchaînes avec une interview à la radio. Là aussi, tu me laisseras parler. Bien, chef. Allez, fonce. Il se pencha pour l'embrasser sur les lèvres. Elle détourna la tête. Plus tard, faut d'abord que je résolve ce problème de Botox. Elle poussa son poulain dans l'arène. Jack s'installa derrière une table, le visage à moitié caché par les piles de Bloody Sea. La foule s'amassait, jeune, compacte, féminine. Un harem de lectrices émerveillées, serrant leur exemplaire contre leur poitrine. L'intérêt que les femmes portaient aux frissons et à l'horreur avait toujours étonné Jack. Pire c'était, plus elles aimaient. Au fond, il aurait adoré avoir le talent de William. Ça, et être capable d'écrire des histoires aussi noires et angoissantes que la sienne. Il chassa cette pensée de son esprit. Ce moment lui appartenait à lui, et non à l'autre. Avec des gestes étudiés, il ôta le capuchon du stylo, posa sa montre en plaqué or devant lui, but une gorgée d'eau minérale et prit position. Tête levée, sourire charmant. « Bonjour, votre prénom ?» La femme était si émue qu'elle bafouilla. Il lui accorda 20 secondes. Lectrice suivante. Du travail à la chaîne, épuisant pour les doigts, certes, mais qui rapportait. Et quand un lecteur s'étendait un peu trop, Jack rusait pour abréger l'échange. Par exemple, il inscrivait un email bidon sur la page de garde du livre, invitant l'autre à le contacter. Évidemment, il ne lisait pas les messages et n'y répondait encore moins. Plus d'1 heure qu'il signait, la lassitude le gagnait. « Bonjour », dit-il en tendant la main. « À quel nom ?»« William, sir. » Jack leva les yeux, déglutit. L'homme faisait peur à voir. Sur son visage et ses mains, de petits morceaux de peau prêts à se détacher pointaient de tous les côtés. L'épiderme paraissait attaqué à plusieurs niveaux, ce qui déclinait sa figure en une nuance de rose. Habillé comme un clochard, il sentait mauvais. Comment avait-on pu le laisser entrer? Jack jeta un œil vers la droite. Cassandra avait disparu, certainement partie se remaquiller. En revanche, le service d'ordre était toujours là, ce qui le rassura. Il signa le livre, le remit au monstre de foire qui attendait, et reporta son attention sur la personne suivante. Williamsa le dévisagea quelques secondes, sans bouger. « Merci, monsieur Malcolm. Je vais dévorer chaque mot de votre livre. » Il quitta la queue. Personne ne lui demanda de régler, étrange. Dans un soupir, Jack le regarda traverser la rue et disparaître dans la nuée des passants. Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi continuait-il à errer dans Hong Kong? S'il se manifestait de nouveau, l'écrivain appellerait la police. Il pourrait toujours prétexter que William les harcelait. Il signait quand une main gantée lui tendit « Bloody Sea ». Face à lui, l'individu portait un chapeau, des lunettes de soleil et un bandage autour du visage, comme l'homme invisible. Mal à l'aise, Jack ouvrit le livre pour le dédicacer. La phrase tapée à la machine sur la page de garde le pétrifia. « Baise bien Cassandra pour moi, et profite de ta beauté, ça ne durera pas. Vous n'allez pas tarder à payer, tous les deux. » Lorsqu'il releva la tête, l'homme avait disparu. Livide, il referma le roman. C'était forcément Williamsa. Qui d'autre? Ce taré jouait avec ses nerfs. D'abord sa peau qui se descamait. Maintenant cette défroque de momie et ses menaces. La suite de la séance de dédicace se passa pour le mieux. À 13h40, Cassandra vint le chercher. Des gens qui attendaient depuis des heures grognèrent et finirent
par se disperser quand Jack se retira. Dans les bureaux de la librairie, Cassandra lui présenta Shao Zuming, l'éditeur qui avait la main mise sur le marché de l'Asie du Sud-Est. De petite taille, l'homme avait des airs sombres de dictateur. Moustache, costume austère, visage impassible, légèrement grêlé, échange de mondanité, de politesse, sourire forcé. Alors que l'éditeur discutait avec le directeur du magasin, Cassandra s'éloigna avec Jack et lui remit un exemplaire de Bloody Sea. Signe-lui en un, ça lui fera plaisir. Essaye d'être original. Le romancier acquiesça, constatant la nervosité de Cassandra. Du bout des doigts, elle ne cessait d'épousseter des cheveux, qui chutaient sur son épaule, et de rajuster son chapeau. Perturbé, il ouvrit le livre à la première page. Tandis qu'il approchait le stylo, sa main échappa à son contrôle et écrivit quelque chose en idéogramme mandarin. L'éditrice sourit. « Tu m'avais caché que tu apprenais le mandarin, ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu as écrit ?» Malcolm fixa ses doigts, stupéfait. « Je n'en sais rien. C'est sorti tout seul. Au fait, regarde ça. » Discrètement, il montra le roman abandonné par le type aux lunettes noires et lui fit lire la phrase « Taper à la machine ». « C'est William ça, j'en suis sûr. » Blême, Cassandra s'empressa de fourrer le roman dans son sac. On n'aura qu'à aller avec ça à la police. Elle se composa un visage avenant, revint vers l'Asiatique et lui donna le livre. Après avoir lu, il devint rouge comme un drapeau communiste et se mit à gueuler des mots incompréhensibles. Le roman finit par terre, la porte claqua après son départ. Cassandra et Jack se dévisagèrent, incrédules, quand un vendeur paniqué arriva. « Vous devriez venir, vite !» Cassandra l'interpella et lui tendit le livre. « Une minute. Vous pouvez traduire ce qui est écrit ?» Il lut et bafouilla, mal à l'aise. « Pour Chaozo, je vais te saigner comme un cochon. » L'éditrice et l'écrivain pâlirent. Les clameurs des clients s'élevèrent dans la librairie. Ils se dépêchèrent d'y retourner. Sur place, les insultes fusaient. Maîtrisé par le service d'ordre, un homme se débattait. Une femme se dirigeait vers les caisses, brandissant le roman de Malcolm et exigeant d'être remboursée sur le champ. D'autres personnes s'engouffraient dans la boutique, l'air furieux. Le cœur battant la chamade, Jack pivota vers le vendeur. « Que se passe-t-il » Un client le repéra et le prit à partie. Il éventa le livre qu'il avait acheté quelques minutes plus tôt. « Il se passe qu'il y a 400 pages blanches. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous foutez de nous ?» L'écrivain flageola sur ses jambes. « C'est sûrement une erreur d'impression. Ça arrive parfois et... » Le vendeur le coupa. « Ce n'est pas une erreur d'impression. Ils sont tous comme ça. » L'intérieur de la librairie ressemblait à une ruche prise de panique. Désemparé, le personnel parcourait les rayons et feuilletait les exemplaires de Bloody Sea. Les clients s'agglutinaient aux caisses. Tickets à la main, les curieux entraient rien que pour voir. Cassandra se mêla à la cohue. La colère l'envahit tandis qu'elle tournait, les pages des livres de ses mains tremblantes. Ce n'est pas possible. Elle saisit son portable et s'isola dans un bureau, abandonnant des cheveux dans son sillage. Elle en sortit 5 minutes plus tard. Jack était assis dans la réserve, la tête dans les mains, un exemplaire ouvert devant lui. Pour la première fois de sa carrière et même de sa vie, l'éditrice inébranlable était au bord des larmes. « C'est partout pareil », annonça-t-elle d'une voix étranglée. « Que ce soit à Paris, à Londres ou à New York, les clients rendent leurs exemplaires. Dans les entrepôts, les livres sont tous vierges. Je viens d'appeler les imprimeurs. Le fichier informatique est identique. Comme si tout avait été effacé à la source, compléta-t-il dans un soupir. Elle s'appuya contre le mur, tira sur son visage jusqu'à faire ressortir ses yeux. Des millions d'exemplaires à la poubelle, se lamenta-t-elle. Le pire, c'est que les rotatives continuent de tourner. Je vais payer les pots cassés. Toute l'équipe est sur le coup et... Il la regarda curieusement, comme si elle ressemblait à un monstre, et lâcha. « Tout ça, c'est rien, c'est rien ?» s'énerva-t-elle. « Tu te fous de moi ?»« Lise, Cassandra » répondit-il avec un calme dont il ne se serait pas cru capable. « Lise ce qui est écrit dans celui-ci. » Elle saisit le livre qu'il lui tendait. Bloody Sea, son bébé, la chair de sa chair. Après la page de garde, elle lut. « Cassandra, tu cherchais peut-être d'où venait le 4e chien ce matin. Il venait de moi. Ou plutôt, de mon trou de mémoire. J'ai toujours pensé qu'ils étaient tous 4, alors ils sont devenus 4. Hier, vous avez mangé du caviar, bu du champagne hors de prix et fait l'amour dans des draps de soie, parce que je l'avais décidé.
Tu n'aimes pas le caviar, Jack. Tout le monde le sait. Mais tu t'es empiffré parce que je l'avais décidé. Je voulais vous accorder un dernier plaisir, avant que l'enfer se déchaîne. Je suppose que l'un de ces Chinois a traduit ce que tu as écrit à l'éditeur. Jack, tu comprends pourquoi il n'a pas apprécié. Comment vont tes nouvelles rides, Cassandra? Et tes beaux cheveux noirs? Un conseil, garde ton chapeau. Quoique, le crâne chauve, ça t'ira bien en prison. Crois-moi sur parole, tu auras la pire des cellules, avec le pire des chiens comme geôlier. Quand on fait le mal, on finit toujours par payer. Vous allez passer votre dernière nuit dans la villa de Victoria Peak. Vous y dormirez, que vous le vouliez ou non. Mais n'oubliez pas, dès que vous fermerez les yeux, l'horrible Freddy aux griffes d'acier viendra vous cueillir au cœur même de vos cauchemars. Attention au réveil, demain matin. Quand je pense que ce texte est imprimé à des millions d'exemplaires, dans tous les pays, ça me fait tout drôle. Sans doute la plus extraordinaire arnaque de l'édition. Pour vous, mes chers lecteurs, et pour vous encore, je le note bien haut et fort, cette fois. Votre dévoué Jack Malcolm. Cassandra lâcha le roman et s'évanouit. William stoppa à l'intersection de Gloucester Road et de Fleming Road, posa un genou à terre et fit semblant de rattacher ses lacets. Devant lui, à 5 ou 6 mètres de sa position, l'homme momie s'était arrêté pour regarder la vitrine d'une boutique d'informatique. Il l'avait croisée à la sortie de la librairie où Jack Malcolm dédicaçait Bloody Sea. Il l'avait aussitôt reconnu, tout de noir vêtu, avec son feutre, son visage bandé et ses lunettes de soleil. Tétanisé, il avait d'abord cru qu'il venait pour lui. Un exemplaire du livre à la main, la momie était entrée sans lui prêter attention. Outre le chapeau et le bandage, le type portait des gants et un long manteau, comme s'il voulait dissimuler la moindre parcelle de peau. Il devait étouffer avec cette chaleur. Un fou! Sauf qu'il ne restait pas dans le sillage de William par hasard. Que cherchait-il? William attendit qu'il reprenne sa marche en direction de Victoria Park pour le suivre. Il y avait tellement de monde que les piétons se bousculaient. Un grincement de rails accompagné de gerbes d'étincelles annonça l'arrivée du tramway à 2 étages. Sans se préoccuper du tram, la momie traversa la rue. Un instant, William pensa que la voiture de tête allait le renverser. Il frémit. Mais elle freina brusquement pour le laisser passer. Ce miracle s'était produit dans l'indifférence générale. Tels des robots, les gens continuaient à circuler, imperturbables. Plus surprenant, personne ne s'étonnait de l'accoutrement de ce gars, comme s'il était invisible. Pire, comme s'il était normal. William se ressaisit et gagna le trottoir opposé. Il fallait qu'il sache. Le meilleur moyen de découvrir le fin mot de l'histoire était d'entraîner ce type dans un coin et de lui poser la question entre 4 yeux, après avoir ôté ce foutu bandage, de façon musclée si cela s'avérait nécessaire. Il ne laisserait personne, et surtout pas ce trouble-fête, contrecarrer ses plans. Alors qu'il fixait la silhouette, soucieux de ne pas la perdre de vue, il buta contre quelque chose, vacilla puis s'étala de tout son long. Furieux, il tourna la tête et vit un mendiant en haillons assis sur le trottoir. Un sourire aux lèvres, une canne anglaise dans les mains, la canne avec laquelle il l'avait fait tomber. Volontairement, il se releva et s'approcha du clochard. « Qu'est-ce qui vous prend, pauvre déchet ?» En guise de réponse, le vieillard édenté le toisa et rit en silence. Un voile blanc masquait la pupille de son œil droit. Il était si maigre que les os saillaient sous sa peau parcheminée. Une vision d'apocalypse, un pur produit de cette ville infernale. William n'insista pas et se concentra sur sa filature. Au loin, la momie n'était plus qu'un point dans la foule. Il courait pour la rattraper lorsque la portière d'une voiture, rangée le long du trottoir, s'ouvrit à la volée. Il la heurta avec une violence inouïe. Terrassé par la douleur, plié en deux, il se roula par terre en gémissant. Son regard embué rencontra celui de la conductrice, une Chinoise d'une 40aine d'années. Elle souriait d'un air moqueur. Elle l'avait fait exprès, comme le SDF. Ils devenaient tous dingues. Il se redressa avec une grimace et inspecta la rue à la recherche de la momie. Elle empruntait Victoria Park Road d'une démarche altière. Dans quelques minutes, elle atteindrait le parc central. Tandis qu'il se lançait à sa poursuite, plusieurs mains l'agrippèrent par la chemise, tirant jusqu'à la déchirer. Il se dégagea tant bien que mal. « Merde !» hurla-t-il. « Foutez-moi la paix !» La peur l'emporta sur la colère, lorsqu'il constata que les piétons et les véhicules s'étaient immobilisés. Plus un seul mouvement dans la rue, plus un seul bruit,
excepté les battements de son cœur. Le temps semblait s'être arrêté. Face à lui, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants le fixaient d'un air fasciné. On aurait dit des zombies, avides de chair humaine. Sans réfléchir, il se remit à courir. Les battements de cœur s'atténuèrent, et il les entendit, derrière lui, galopant et grognant comme des bêtes. Une meute de loups à ses trousses. Hors d'haleine, il s'engagea dans une ruelle. Comprit trop tard qu'elle se terminait en cul-de-sac. Il voulut rebrousser chemin, mais ils bloquèrent le passage. Silencieux, inquiétant, il l'observait en inclinant la tête. Chacun d'eux évoquait un fauve sur le point de bondir sur sa proie pour la dévorer. Qu'allait-il faire maintenant? Le lyncher? Le mettre en morceaux, comme dans un mauvais film d'horreur. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» s'affola-t-il. Subitement, la foule se scinda en deux. La momie apparut, après avoir enlevé son chapeau. Elle adressa un signe de tête à 3 types qui se précipitèrent vers William, se saisirent de lui et le plaquèrent contre un mur. La momie s'avança dans la ruelle avec nonchalance. Elle stoppa à la hauteur de William, le regarda se débattre 1 minute avant d'éclater de rire. Les autres l'imitèrent, et ce fut l'hilarité générale. Elle cessa de rire et le silence revint. « Qui êtes-vous » demanda William. « Pourquoi me suivez-vous partout ?»« Peu importe qui je suis » répliqua l'homme de sa voix déformée par le bandage. « Tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis le maître du jeu. Le jeu ne vaut que s'il y a un gagnant et un perdant. D'après toi, lequel des deux es-tu » Malgré la peur, William s'efforça de réfléchir. Il n'y avait qu'une seule explication. « Vous aussi, vous avez une machine, c'est ça ?» s'enquit-il. « Pourquoi jouez-vous avec moi ?» Impassible, la momie tendit la main en arrière. Aussitôt, un jeune Chinois, qui ne devait pas avoir plus de 13 ans, s'approcha et lui remit un pistolet semi-automatique ainsi qu'un chargeur contenant 15 balles de 9 mm. Avec dextérité, l'homme inséra le chargeur dans la crosse et arma le Walter P-49. Puis il recula d'un pas et visa la tête de William. « Non, pas ça !» implora ce dernier. « Je vous en prie, ne me tuez pas. » Sourde à ses supplications, la momie pressa la détente.